الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية رمضاناً كريم. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre talk show ramadanaise, comme tous les soirs sur Al24 News en direct à partir de 22h. Heureuse de retrouver également mes chers amis qui m'accompagnent sur le plateau. Nariman Zoul Sadouni, bonsoir et Sahaf Torek. Sahaf Torek, Fatima, et ça a un impact quand on dit pendant Ramadan Sahaf Torek. Oui. Et quand on dit bon appétit, ça n'a pas le même Sahaf sens. Torek, c'est spécialement pour Ramadan. Tout à fait. Alors parce qu'il y a le repas de l'Ftour qui nous réunit tous. Tout à fait. Exactement. Ouais. Imen Merad est également parmi nous ce soir. Sahaf Torek et bonsoir Imen. Bonsoir Fatima et Sahaf Torek et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs d'Al24 News. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Zaki Mihoubi, bonsoir et Sahaf Torek aussi. Bonsoir Fatima Charef, Sahaf Torek, nos amis, nos invités qui sont là d'emblée, d'entrée de jeu, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, Sahaf Torek à la Nariman Sadouni. Merci beaucoup. Samar Hamadi, bonsoir et Sahaf Torek aussi. Bonsoir Fatima, Sahaf Torek, tous nos téléspectateurs. Moi je reprendrai ce qu'a dit Nariman hier. Bonne digestion à toutes et à tous. Merci beaucoup Samar Abdelmalik Belhaouchet, bonsoir. Sahaf Torek aussi. Bonsoir Fatima Charef, Sahaf Torek et Sahaf Torek à tous nos téléspectateurs d'Al24 News. Merci de m'accompagner comme tous les soirs. Alors mesdames et messieurs, au sommaire ce soir, quelles sont les perspectives de la production cinématographique en Algérie? Quel est le rôle du 7e art dans le travail de mémoire et l'écriture de l'histoire? Entre autres questions que nous aborderons ce soir avec nos chers invités. Ramadan Prime reçoit ce soir dans sa première partie le réalisateur de France Fanon, Mémoire d'asile, primé au dernier FESPACO à Ouagadougou. Abdelnour Zahzah. Abdelnour Zahzah est également scénariste, et le réalisateur et producteur Lotfi Bouchouchi, prix du meilleur réalisateur au 6e festival du film arabe de Malmö en Suède, et prix du meilleur réalisateur au 9e festival international d'Oran du film arabe. Dans l'essentiel, ce soir, nous irons en Libye avec vous, mesdames et messieurs, pour voir comment est l'ambiance du mois béni de Ramadan en pleine crise politique, et la population qui célèbre le mois de Ramadan dans la solidarité et l'entraide. Les ciné-clubs, un outil pour l'amplification de la diffusion des œuvres cinématographiques. Le Territ Ciné-Club organise les nuits du cinéma algérien à Béchar. On en parlera dans quelques instants avec nos chers invités présents sur le plateau. L'intelligence artificielle, nouvelle actrice de l'industrie cinématographique et de la production des films. C'est la chronique de Imen Merad ce soir. Et dans l'autre partie de Ramadan Prime, on parlera musique ce soir. Mesdames et messieurs, le patrimoine musical algérien, une richesse ancrée dans l'histoire. Nous recevrons ce soir deux grosses pointures de la scène artistique féminine. J'ai nommé Lila Borsali et Samira Brahmia. Le Zellij au cœur de notre émission également ce soir, un symbole de l'identité artisanale à Tlemcen. On y revient dans un reportage signé Mohamed Walid Ben Chaban, et on commence tout de suite notre émission bien sûr par souhaiter la bienvenue à nos chers invités. Monsieur Abdelnour Zahzah, bonsoir. Sahar Ramadan, kul aam wa anta bkhair. Bonsoir Fatima. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Comment allez-vous avec Ramadan? Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, d'avoir accepté l'invitation de notre émission. Monsieur Lotfi Bouchouchi, bonsoir. Marhaba bik wa sahar Ramadanek. Bonsoir. Sahar Ramadankoum Toumazeda. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous de nous avoir invités. On est très heureux de vous accueillir ce soir. On va commencer tout de suite, mesdames et messieurs, avec notre première chronique, l'essentiel.
Dans l'essentiel, mesdames et messieurs, on vous emmène en Libye voir comment est l'ambiance du mois béni de Ramadan sur place. Un mois de Ramadan célébré en pleine crise politique et la population tient à être solidaire. Suivez le VTR de Maria Chouir. Le pain tanour, confectionné à partir d'une pâte légère et aérienne, de forme plate et ronde, est un incontournable de la table libyenne pendant le mois sacré du Ramadan. Bien qu'il soit simple à préparer, il incarne une tradition culinaire riche en histoire et en saveurs. Je travaille depuis 8 ans à la confection du pain tanour. Le mois béni du Ramadan est connu pour l'affluence de beaucoup de monde. Comme vous pouvez le constater, tout le monde en a besoin. Nous n'aimons pas décevoir les gens pendant le Ramadan. Devant cette boulangerie de fortune à Benghazi, les Libyens se rassemblent chaque jour, impatients d'acheter ce pain emblématique du pays. Une tradition profondément ancrée dans la culture libyenne, surtout pendant le mois sacré. Le pain tanour fait partie de l'héritage et de la tradition du peuple libyen. Nous sommes habitués à le consommer sur la table de l'iftar. Le travail se fait dans la chaleur intense des fours improvisés, où chaque geste est empreint de savoir-faire et de patience. Un savoir-faire transmis de génération en génération. Les miches de pain, façonnées à la main, sont collées aux parois de ces fours en métal, fonctionnant avec du charbon et du bois, chose qui confère au pain tanour une saveur unique et un parfum irrésistible qui emplit l'air autour de la boulangerie. Je viens depuis 4 ou 5 ans acheter du pain tanour. Le pain tanour est indispensable à la table du Ramadan. Nos mères et nos grands-mères le préparaient chaque année. Il fait partie du patrimoine transmis de génération en génération. C'est ainsi que dans cette boulangerie de Benghazi, érigée avec les moyens de bord, dans un pays à l'affût de la stabilité, que chaque miche de tanour, façonnée dans la simplicité, raconte l'histoire des générations passées et unit les Libyens autour d'un moment de partage. Et on revient tout de suite avec Samar Hamadi sur les différentes traditions et coutumes des Libyens pendant le mois béni de Ramadan. Samar. Merci Fatima. Alors moi j'aimerais revenir sur des traditions qu'on ne voit pas vraiment trop ailleurs. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ces traditions qu'on voit dans un pays et pas dans l'autre, parce qu'il y a des traditions qui sont très communes, comme par exemple rompre le jeûne avec des dattes, avec le petit lait, avec de l'eau, etc. Mais en Libye, on a cette tradition vraiment particulière, c'est les coups de canon pour annoncer l'iftar, pour annoncer la rupture du jeûne. Donc c'est une tradition qui a disparu, mais qui refait surface dernièrement. Il y a aussi beaucoup de solidarité chez ce peuple, donc sans ignorer la crise politique qui règne actuellement. Mais j'aimerais vraiment parler de cela, qui n'a pas été cité dans ce sujet, donc, parce qu'il y a trop à dire, vraiment on ne peut pas tout dire. Il y a le Mseyer, ces repas collectifs, et il y a aussi des familles qui, pendant le mois de Ramadan, ouvrent leurs portes, laissent les portes ouvertes. Et c'est comme une invitation pour ceux qui n'ont pas de quoi rompre le jeûne. C'est une façon de dire rentrez à la maison, mangez avec nous. C'est une tradition que je trouve très très particulière, qui je ne vois pas ailleurs, parce que j'ai travaillé sur un petit reportage dernièrement sur la Libye. On retrouve aussi un peu des tentes d'iftar un peu partout qui sont organisées par soit les autorités ou bien par le peuple. C'est de grandes tentes, grandes tentes plutôt, où on trouve des repas de tout ce qu'il y a pour casser le jeûne. Et voilà, j'ai voulu revenir sur ces points qui sont très très particuliers. Merci beaucoup, Samar. Abdelmalek Belhaouchet. Alors Fatima, moi j'aimerais revenir sur justement ce qu'a dit Samar concernant la crise politique qui est subie en Libye. Donc c'est vrai que hier on a vu le Soudan, un autre pays arabe qui subit une crise aussi qui divise le pays. La Libye aussi, en Libye, il y a cette crise politique, et l'Algérie qui a réaffirmé aujourd'hui, à travers son chef de la diplomatie Ahmed Attaf, son engagement envers les efforts de l'ONU pour résoudre la crise libyenne, parce que vous avez la représentante du secrétaire général de l'ONU qui a été reçue à Alger par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, et l'Algérie
a encore une fois réaffirmé donc, son engagement pour un dialogue, un dialogue justement constructif pour résoudre la crise libyenne, pour l'unification des institutions libyennes, pour l'élimination des divisions internes et pour l'organisation d'élections libres et transparentes en Libye, c'est-à-dire une solution 100% libyenne. Donc ça, c'est le volet diplomatique, et on sait que la Libye, c'est un pays voisin, c'est un pays aussi ami de l'Algérie. C'est pourquoi l'Algérie, on voit que redouble d'efforts pour justement résoudre la crise en Libye avec les Libyens, justement. Nariman Sorzatouni. Alors, ce qui est surprenant dans l'histoire grand H, l'histoire de l'humanité, c'est qu'à chaque fois qu'une nation se développe et avance vers la lumière, il y a un retour vers le passé, un retour vers une époque médiévale bien déterminée, c'est-à-dire le Moyen-Âge africain, le Moyen-Âge européen, etc. On le voit en Europe avec les pays en conflit, on le voit aussi en Afrique, chez nous, avec ces pays, on le voit en Palestine, le retour presque à une période très reculée du passé. Mais ce que je retiens de la Libye, bien qu'il y ait un recul dans tous les moyens, les moyens de vivre pleinement le Ramadan et d'autres fêtes aussi, c'est le nom de Omar Mokhtar. C'est ce que l'histoire ne pourra jamais arracher à ce pays. Comme nous avons eu notre émir, et cette histoire millénaire qui pourra... Exact. Donc, il y a des indices, même si d'autres veulent nous arracher quelque chose de notre histoire, notre identité est inébranlable. Omar Mokhtar qui a fait l'objet d'un grand film d'ailleurs, et nous allons parler tout de suite des différents ciné-clubs qui sont organisés pendant le mois sacré de Ramadan, les ciné-clubs qui représentent un outil pour l'amplification de la diffusion des œuvres cinématographiques. Il y a l'exemple de Territ Ciné-Club qui organise les nuits du cinéma algérien à Béchar. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lotfi Bouchouchi? Bon, je pense que de toute façon, le cinéma n'est pas la responsabilité que des cinéastes. Il faut que beaucoup de gens qui sont autour de la fabrication du film, qui peuvent être de la distribution, qui peuvent être des gens qui vulgarisent un peu le cinéma, les films, la compréhension, le débat. Et les ciné-clubs, pour ça, franchement, c'est le meilleur vecteur. Donc, plus on aura, mieux ça vaudra pour l'Algérie et pour nous tous. On va profiter également de diffuser quelques images de ce ciné-club de Territ. Et en ce qui vous concerne, monsieur Zahzah, vous avez certainement l'habitude de participer à des ciné-clubs. Oui, mais ça fait déjà un moment. Les ciné-clubs, ça permet de refabriquer le public, parce que le public cinématographique est un public qu'on fabrique dans des salles, c'est pas le public des télévisions, et les ciné-clubs permettent ça. C'est un bon intermédiaire, on va dire, entre les films et le public. Et vous pensez qu'il faut encourager les ciné-clubs en Algérie, monsieur Zahzah? Mais bien sûr, sinon un public de cinéma peut disparaître. Et d'ailleurs en Algérie, nous étions, dans les années 70, nous étions moins de 20 millions, mais on allait 40 millions parfois au cinéma par an. Alors que maintenant, nous sommes 44 millions, mais on fait à peine 100 000 entrées. Très bien. Zaki? Moi, je suis complètement pour. J'ai déjà eu à fréquenter un peu les ciné-clubs. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le métier. Je pense particulièrement à M. Lotfi Bouchouchi, son épouse Dalia Antre Bouchouchi aussi, avec qui j'ai déjà travaillé. L'équipe Telefilm, Kabes, Hania, tout le monde. Donc, et j'ai vu qu'en fait, il y va de leur... c'est une condition de vie en fait pour les cinéastes que d'avoir comme ça les ciné-clubs. Ça leur permet de se rencontrer. C'est un peu les salles de répétition des musiciens, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important pour eux. Ça garantit leur survie. Et aussi, comme vient de le préciser Abdelnour Zahzah, ça permet au cinéma d'exister. Le cinéma, reprendre aussi ses lettres de noblesse. Il a fait le comparatif des années 70 avec les années 70, et c'est vrai que le constat, il donne un peu froid dans le dos. Abdelnour Zahzah, pourquoi? Parce que vous étiez directeur de la Cinémathèque de Blida,
5 ans, vous avez occupé ce poste, de 98 à 2003. Aussi, ouais. Oui. On animait un ciné-club une fois par semaine avec une association qu'on avait créée avec des amis à Blida qui s'appelait Anwar Cinéma. Mhm. Mais malheureusement, après, bon, je me suis dirigé à faire des films et je pense qu'elle a continué quelques mois et puis... mais c'est pas grave, il y a des Et ciné-clubs comment ça se passait qui lorsque naissent, vous organisiez ces ciné-clubs à Blida? Est-ce que ça drainait beaucoup de monde? Est-ce que le public venait pour y participer? C'était très difficile parce que moi j'ai repris la salle de Blida après donc les années 90, c'était 98. D'accord. C'était un peu dur. Et c'est là où s'est passée cette cassure. Il y a eu une cassure vraiment avec l'avènement de la vidéo, etc. Les salles diffusaient des cassettes vidéo. Donc il n'y avait plus le film projeté. Ouais. C'est les vidéoclubs. Et le ciné-club et le public, on peut en parler beaucoup, mais le cinéma, c'est le film plus le public. Sans public, on n'a que des films. Et donc, la magie du cinéma opère quand il y a le public regarde un film collectivement dans une salle de cinéma. Avec l'opportunité d'en débattre après, c'est ça, c'est Bien tout sûr, l'intérêt bien d'un sûr, c'est ça l'intérêt d'un ciné-club. En parlant de ciné-club, on peut évoquer aussi, bon, moi qui suis de la génération des années 60, le télé-ciné-club qui était réalisé par Lotfi Bouchouchi. Voilà, plutôt par Youssef Bouchouchi, le papa de Lotfi. Nous avons l'honneur d'accueillir son fils aujourd'hui. Et je voudrais rappeler aussi que Lotfi est pédagogue, il est maître de conférence, il est formateur, et il a aussi du flair, entre guillemets, pour pouvoir détecter les talents, n'est-ce pas? Je crois que c'est général à tous les cinéastes qu'à un moment donné, notre métier à nous, en tant que réalisateurs et cinéastes, c'est justement d'être le chef d'orchestre d'une équipe. Et à ce moment-là, évidemment, les talents, je pense que même Zahzah, même tous les réalisateurs, on a tous un peu ce côté qui fait que voilà, on découvre quelqu'un et on essaye de le pousser, et un autre le ramène, et puis après, c'est ça, c'est son... Quels sont les talents que vous avez découverts, Monsieur Bouchouchi? Les personnes... Non, en fait, il y a beaucoup de comédiens qui sont... surtout aussi, il y a beaucoup de techniciens aussi, parce qu'on parle des comédiens. Il y en a eu quelques-uns, par exemple, celui qui a joué dans Le Puy, qui a joué le Moudjahid, le seul Moudjahid dans le film Le Puy que j'avais réalisé. Lui n'était pas connu, après il a fait beaucoup de téléfilms, il a fait beaucoup de... Mais par contre, il y a aussi des techniciens qui sont découverts. Et il n'y a pas que les comédiens, parce que derrière la caméra, il y a beaucoup de gens, il y a des directeurs photos, c'est des artistes aussi, il y a des ingénieurs du son, c'est des artistes, il y a moi, personnellement, j'ai découvert Jamal Zoran, qui est un chef décorateur, qui est aussi un artiste. Et tous ces gens-là, c'est comme ça qu'on essaye de... Et encore une fois, je ne suis pas seul. Je pense tous les réalisateurs sont là pour booster les uns les autres. Après, c'est l'amour de ces gens-là, de tous ces artistes qu'ils ont pour le cinéma, pour y rester. Parce que ce n'est pas évident de rester dans le cinéma et dans ce métier-là. Si on n'a pas cette passion, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas du tout. C'est trop difficile. C'est une passion. C'est une passion. Il faut être passionné. Et je voudrais 3 petites secondes pour évoquer aussi notre deuxième invité, qui est scénariste, n'est-ce pas, Zahzah, Abdenour Zahzah, scénariste et réalisateur. Exactement. L'avantage de pouvoir réaliser son propre texte. Un film by. Oui. Et c'est... Enfin, vous êtes entièrement dans le produit que vous nous livrez. Et justement, ça me permet de lui poser une question. Est-ce que quand vous écrivez, par exemple, le scénario, est-ce que vous passez par le découpage technique ou pas? Non, pas du tout. Au début, on se raconte l'histoire à soi-même. C'est-à-dire, on écrit ce qu'on appelle dans le jargon un synopsis. Donc, on écrit son dialogue, on écrit l'histoire. Et après, on commence à préciser des dialogues, et après des décors, etc. Les scènes, est-ce que vous visualisez les scènes? Est-ce que vous... Oui. Par la suite. Il vaut mieux pas au début. Au début, on se contente juste de l'histoire.
Parce que si on commence à visualiser dès le départ, on mettra des années à écrire. Très bien. Et le débat continuera avec vous, chers invités, juste après la chronique de Iman Merad qui revient ce soir, mesdames et messieurs, sur l'intelligence artificielle, nouvelle actrice de l'industrie cinématographique et de la production des films. Alors oui Fatima, merci. Donc l'intelligence artificielle, donc on va parler d'encadrement, beaucoup plus de l'intelligence artificielle. Donc dans le cinéma et dans la télévision, on va dire que c'est le sujet du moment. Donc l'intelligence artificielle ne cesse de s'étendre dans ce secteur, que ce soit de la scénarisation, que ce soit par rapport au montage ou aux effets spéciaux. Si la technologie aujourd'hui fascine, elle suscite de nombreuses interrogations pour les professionnels du métier qui s'interrogent en fait sur leur avenir. Donc cette intelligence artificielle a révolutionné le monde du cinéma, donc en offrant justement à ses créateurs un arsenal d'outils qui vont leur permettre de repousser leurs limites justement de créativité. Telle une muse moderne, cette intelligence artificielle intervient à chaque étape, non pas pour évincer l'humain, mais pour l'inspirer et l'aider justement à repousser la limite de sa créativité. Cette intelligence artificielle, donc cette prouesse technologique, intervient dans plusieurs domaines. Donc vous avez la scénarisation automatisée, vous avez le montage, vous avez les effets spéciaux, vous avez le choix du casting et on va même jusqu'à la promotion du film. Donc c'est des outils qui permettent, par exemple, si on parle de scénarisation automatisée, donc c'est vraiment une avancée majeure dans le processus créatif. Donc l'intelligence artificielle détient cette capacité d'identifier ce qui pourrait plaire au public, donc ce qui pourrait les attirer. Donc ça permet aux scénaristes de découvrir des thèmes et des arcs narratifs que l'œil humain pourrait, c'est-à-dire échapper à l'humain. Donc l'intelligence artificielle, elle va le guider et en utilisant cet outil, le scénariste peut avoir accès vraiment à une panoplie de suggestions, de dialogues, plus percutants peut-être que ceux de l'humain, ou des tournures de scénario. Donc elle va si vous voulez, le guider dans le scénario initial. Par la suite vient l'étape du post-prod ou du montage. Donc c'est une étape cruciale qui joue vraiment un rôle déterminant dans le succès d'un film. Donc on en a parlé déjà hier. Donc le montage avec l'intelligence artificielle, cette révolution permet une sélection, on va dire un gain de temps. Donc elle va sélectionner rapidement des séquences du film pour donner un meilleur produit par rapport à l'humain qui, lui, va mettre du temps à voir les scènes, à sélectionner. Et c'est un gain de temps, mais aussi d'argent aussi, parce que le temps, c'est de l'argent. Bien sûr. On pourrait aussi parler du choix du casting. Le choix du casting, comment pourrait intervenir l'intelligence artificielle? Donc, elle pourrait proposer des profils d'acteurs par rapport à leur carrière dans le cinéma qui pourraient correspondre au mieux au rôle qui est proposé dans ce film-là. Et nous avons aussi, il y a beaucoup de domaines d'intervention. Vous avez tout ce qui est effets spéciaux. Donc les effets spéciaux, l'intelligence artificielle va vous permettre d'avoir des décors qu'on ne sera pas obligé, surréalistes, surdimensionnés, donc magnifiques. Et de ce côté-là, c'est un gain d'argent. Donc au lieu de filmer les scènes, donc on peut les remplacer par l'intelligence artificielle qui va vous donner vraiment des idées déjà et puis une réalisation assez rapide. Et enfin, la promotion du film. L'intelligence artificielle va donner plus de visibilité sur ce qui pourrait cibler le film. Donc la cible clé, donc elle va nous donner des données, des statistiques pour pouvoir
planifier une stratégie marketing adaptée. Donc au final, l'intelligence artificielle en fait, n'est pas là pour remplacer l'humain, ni pour remplacer les scénaristes, ni quoi que ce soit. Donc elle est là justement pour optimiser le processus, apporter plus de créativité et justement produire des films qui seront plus aptes à être appréciés par le public. Mais de là à dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, on n'en est pas là et je ne pense pas que ça soit l'utilité même de cet outil technologique. Et l'intelligence artificielle et le cinéma, on en parlera encore une fois tout à l'heure, juste après la publicité avec nos chers invités. Restez avec nous. Mesdames et messieurs, le cinéma est au cœur du débat de la première partie de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. Restez avec nous jusqu'à minuit. Alors on parlait juste avant la publicité de l'intelligence artificielle. Ça a été abordé par Iman Merad dans sa chronique. Alors nous recevons ce soir les cinéastes Lotfi Bouchouchi et Abdelnour Zahzah. Monsieur Bouchouchi, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'intelligence artificielle est un inconvénient ou plutôt un avantage pour le cinéma? Selon les données qu'on a jusqu'à maintenant et comment est utilisée l'intelligence artificielle, il n'y a pas de danger, je ne pense pas. Moi, je considère l'intelligence artificielle comme un assistant. Quelqu'un qui est avec vous et qui vous donne des informations et qui vous aide à traiter, à ramasser vos idées. Et ça vous le donne très très vite en plus, donc ça vous fait gagner du temps. En gros, c'est comme ça que je le vois. Pour parler simplement, mais l'intelligence artificielle, je pense qu'elle n'est pas un danger. En tout cas, pas tel qu'on le connaît actuellement. Et pour vous, Monsieur Zahzah? Moi, je crois que l'intelligence artificielle n'est pas très intelligente, justement, parce que c'est un algorithme et donc ça raconte ce qui a été déjà dit ou elle suggère des choses qui existent dans le exactement. Elle n'invente rien, alors que le cinéma, il doit être inventif et humain pour qu'il touche. Sinon, on n'est pas touché par... Justement. Est-ce qu'elle éloigne les films de leur essence artistique, justement, l'intelligence artificielle? Elle offre des solutions pratiques, peut-être pour gagner de l'argent. Comme l'a bien dit Iman, le temps c'est l'argent, mais est-ce qu'on va gagner de l'émotion? Ça, je ne suis pas sûr. Alors, inventif, alors le cinéma, il faut savoir que le cinéma a commencé à exploiter l'intelligence artificielle avant que cette dernière commence à exploiter le cinéma. Parce que l'intelligence artificielle fascine et façonne le cinéma. Façonne, tu l'as très bien expliqué, Iman Merad, elle est très impliquée dans la production et fascine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de films, ça fait des décennies que le cinéma prend cette problématique de l'intelligence artificielle, avec Terminator, avec 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, avec Alien par exemple, et on voit, et c'est de la science-fiction, et le cinéma a commencé à traiter de l'intelligence artificielle depuis les années 60. Donc c'est pour ça que je dis, le cinéma, l'intelligence artificielle fascine et façonne le cinéma en même temps. Voilà, donc inventif, oui, mais le cinéma sans l'intelligence artificielle, il n'y a pas de science-fiction. Très bien. Merci beaucoup, Abdelmalek Belhaouchet. Alors, on va revenir maintenant sur votre film, Monsieur Abdelnour Zahzah, le film de France Fanon qui a été primé au dernier FESPACO à Ouagadougou. D'ailleurs, toutes nos félicitations. On en a parlé, je pense que c'était lors de la première semaine de l'émission. Vous n'étiez pas parmi nous. Alors, félicitations encore une fois. Est-ce qu'on peut parler de cette expérience de France Fanon, Mémoire d'asile? Oui, mais Mémoire d'asile, c'est un documentaire que j'ai réalisé en 2002. En 2002. D'accord. Donc, mais le dernier film s'appelle, on l'appelle France Fanon tout simplement, parce qu'il a un long titre sur le générique. C'est une sacrée expérience, comme Fanon l'exige, comme l'était le documentaire déjà en 2002, parce que j'ai choisi de traiter de la psychiatrie. Que Fanon était psychiatre, exactement. Mais pas seulement. Mais moi, j'ai choisi de raconter seulement le Fanon psychiatre. Donc, j'ai choisi comme décor l'hôpital psychiatrique qui porte son nom, l'hôpital psychiatrique France Fanon à Blida, qui est fonctionnel. Et donc, c'était une sacrée expérience de tourner dans
dans un hôpital en plein C'est exercice. émouvant, hein. C'est très émouvant. Très dur surtout. Oui, très dur. Le premier film, vous l'avez. Et là, on est en train de regarder quelques extraits du film, France Fanon. Oui, Abd Malik. Donc je disais que le premier film a été co-réalisé avec Bachir Iddo. Oui, Allah yarhamou, avec En Bachir 2002. Iddo, en 2002. Et c'est là que j'avais rencontré entre 98 et 2002. 2002, je l'avais fini. Quand vous Donc, étiez à la Cinémathèque. C'est ça, ouais. Et j'avais rencontré donc beaucoup d'infirmiers qui ont travaillé avec Frantz Fanon et même des malades à l'époque. Et Rido Bachir a sauvé de la destruction les archives de l'hôpital et notamment le journal qu'a créé Frantz Fanon avec les malades. Et j'avais gardé des copies de tout ça et c'est ça qui m'a permis d'écrire le scénario. Et justement, j'allais vous poser cette question parce que vous avez fait 2 films sur François Fanon, un en 2002 avec Bachir Iddo et le deuxième en 2024, celui qui a eu le prix FESPACO. Donc, comment vous avez fait pour sélectionner justement ces documents qui vous ont aidé à retracer l'histoire et l'héritage de François Fanon? C'est ça le travail. C'est un travail d'historien aussi. Oui, parce que Fanon, il a un statut de shahid en Algérie, donc on n'a pas le droit de... Enfin, moi j'ai cru que j'avais pas... Je ne peux pas faire dire ou dire n'importe quoi avec Frantz Fanon. C'est difficile de toucher à ce type de C'est ça, oui, sujet, de tisser, d'écrire avec des vérités. Oui, c'est l'histoire. C'était On a compliqué. peur Ouais. de... C'était compliqué, tout en racontant la vie de l'hôpital de l'époque. Et en plus, là, par exemple, on voit une scène de placement d'office, il fallait expliquer c'est quoi le placement d'office. Et pourquoi vous avez choisi le noir et blanc pour votre film, Monsieur Zahzah? Parce que c'était un choix évident, parce que Fanon, dans notre imaginaire, il est en noir et blanc. On ne l'avait jamais vu en couleur, au fait. Justement, il n'y avait pas beaucoup d'images d'archives aussi. Ça, il y avait un manque d'images. Non, il n'y a pas d'images, ça n'existe pas. J'ai retrouvé, vraiment vers la fin de la post-production, j'ai retrouvé des images d'archives dans une cinémathèque, la Cinémathèque de Bretagne, que j'ai exploitée, mais c'est tout ce qu'il y avait. Moi, j'ai adoré le procédé, M. Abdenour Zahzah, dès lors que vous avez commencé d'abord par... Du noir et blanc. Non. Au départ, vous avez songé à attaquer un film documentaire. C'était une chance d'avoir pu travailler avec Rido Rabbi Yarhamou. C'est quand même un témoin oculaire de ce qui s'était passé à l'époque. Et puis, quelques années plus tard, vous réalisez le biopic, on peut l'appeler comme ça, biopic, ou peut-être c'est une histoire que vous avez... C'est des chroniques, comme je l'ai appelé. Des chroniques. Mais ce que j'ai adoré, il m'a envoyé une petite interview de vous, et vous avez parlé de ce besoin de créer des images de Fanon. Je trouve ça vraiment fascinant de votre part, et l'effort est vraiment louable. Maintenant, les générations à venir, ils n'auront pas à craindre qu'un jour, il y aura un manque de documentation ou d'images ou même d'archives authentifiées et vérifiées. Et ça, franchement, tout à votre honneur. Je vous remercie. Bon, moi, c'est ma démarche dans le cinéma. Je conçois le cinéma comme un album photo de la grande famille qu'est l'Algérie. Ça peut être très beau comme démarche. Il y a des photos qui manquent. Il faut les fabriquer. En fait, c'est ça le cinéma, ça sert à fabriquer des souvenirs et notamment à combler les vides. Et à combler les vides. Le plus souvent créé délibérément de la part de qui, vous savez. Oui. Et à écrire l'histoire aussi. Et peut-être pas. Elle aide à raconter des histoires, mais on n'a pas un travail d'historien. On n'écrit pas d'histoire, justement. Souvent, on est aidé par les historiens aussi. Et surtout, il ne faut pas nous responsabiliser et nous dire historien, là, ça devient une charge trop lourde. Quand c'est une fiction, on ne peut pas. Parce que c'est pas un film historique, exactement, c'est une fiction. Exactement, c'est une fiction. Mais au ça contraire, interpelle la mémoire collective. Bien sûr, bien sûr. Il a parlé d'albums photos de famille, c'est très beau. On n'a pas la responsabilité des historiens, mais on fait un travail beaucoup plus précis. Parce que les historiens, ils expriment par des mots et nous par des images et par des acteurs. Ils peuvent interposer des versions. Et aussi. on va maintenant vers notre deuxième invité, Monsieur Lotfi Bouchouchi. On revient également sur votre dernier film. Est-ce qu'on peut en parler ce soir également sur notre plateau? Dernier film qui s'intitule Al-Mahata, la station. En fait, en français, il s'appelle La Gare et en arabe, il s'appelle... Al-Mahata. Non, pas du tout.
Ça s'appelle Ain Lahjar. Ain Lahjar, Ça d'accord. arrive parce que il n'y a pas une traduction directe de. C'est pas une traduction. La C'est station, pas c'est une- votre Ça court-métrage. peut arriver, c'est un choix. Pardon. La station, c'est votre court-métrage. La station. Oui. Non, non, c'est pas un court métrage, non. C'est Aïl Hajjar, Non c'est plus. le film qui a été projeté au Festival Au d'Oran. festival Oui, en tant que en voilà, avant-première. en ouverture. Avec Mourad Mais il Saouli et Nabil Exactement, mais il n'était pas en compétition, donc il y a comme comédiens de très très bons comédiens. Je commence par nommer Nabil Asli, Mourad Saouli, Houria Behloul. Kamal Rouini, Houria Behloul. Donc tous ces comédiens ont porté le film avec, comme d'habitude, des jeunes, des très jeunes, des 16 ans, des comédiens qui sont la première fois à l'écran et tout, et qui ont été aidés par les autres comédiens, soutenus et tout, et qui ont donné de bons résultats. C'est un film qui n'est pas comme le premier, ça ne se passe pas pendant la guerre de notre guerre de révolution. Le puits se passe en 1960, celui-là il se passe à peu près en 2018. Mais j'ai fait un choix, c'est celui de le mettre dans un microcosme. Au lieu de tourner dans une ville où il y a des gens, des voitures, des portables, j'ai préféré réduire ça dans un microcosme. Et c'est pour ça qu'on parle de Ain Lahjar ou de la gare. C'est un lieu où il y a une gare et un village, un tout petit village. Et tout se passe ici. C'est encore une fois, c'est la seule comparaison qu'on peut faire avec le puits. Le fait que ce soit une tragédie grecque, on va dire, le fait que ce soit un lieu unique et commun. Mais tout le reste... Et pourquoi le choix de la wilaya de Biskra? C'est tout simplement parce que j'ai fait le tour de pratiquement une bonne partie des hauts plateaux algériens, parce que je ne voulais pas aller trop loin dans le sud. Je l'ai tourné aussi dans le Sahara. Et le problème, c'est que c'est la seule gare que j'ai trouvée qui se trouve à Al-Gantra, qui se trouve en dehors d'une ville. Toutes les autres gares se trouvent au cœur des villes, ce qui est logique. C'est-à-dire une gare, quand vous arrivez à Alger, vous n'arrivez pas ni à Al-Harrach, ni à la sortie, à l'entrée d'Alger. C'est vraiment dans le cœur de la ville. Et c'est partout la même chose. Et l'une des rares gares que j'ai trouvées, c'était celle de Biskra, celle de Al-Gantra, qui, elle, se trouve à la limite de la ville de Biskra. C'est un choix, entre les deux. Ouais. C'est vraiment un choix. Et puis la ville de Al-Gantra est une très très belle ville, une très belle région. Ça m'a permis aussi de trouver à côté un autre décor assez important du film, qui est le village rouge, qui est resté un peu... Villages. Le village à Berkane, le village noir et le village rouge. Le village rouge. Ouais. On a tourné au village rouge. Il est resté un peu intact. Nous avons profité de quelques ruelles et nous avons reconstruit certaines situations. Et il n'a été projeté qu'à Oran. Est-ce qu'il y a d'autres dates pour le film? Dans d'autres villes, par exemple? Le film, pour l'instant, il va y avoir une sortie nationale. Très bien. Avec laquelle on va faire une projection à Alger, évidemment. Et à partir de là, il sortirait dans la foulée. C'est de toute façon un film, comme disait tout à l'heure Nord, c'est qu'il y a les films et il y a le public. Et un film qui n'est pas vu n'existe pas, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors, Monsieur Zahzah, il y a eu dernièrement les Assises nationales du cinéma. Comment pensez-vous aujourd'hui qu'on peut améliorer la distribution et tout ce qu'on fait dans le 7e art et la production également du cinéma? En ouvrant des salles. En ouvrant des salles, il faut... Bon, l'État, maintenant, on n'ouvre plus les salles. Je parle comme dans les années 70. Mais il faut encourager les gens à ouvrir des salles. Ça veut dire qu'il faut octroyer du foncier et des crédits. Très bien. Voilà. Et plus il y a de salles, plus il y aura de distribution et plus les caisses sont alimentées. Et on réintroduit ce qu'on appelle le cercle vertueux. Ça veut dire... le spectateur qui finance le cinéma. Je pense que la distribution est l'un des défis majeurs du cinéma algérien, carrément, la distribution. Quand on parle justement des défis, des grands défis, ou bien des défis majeurs du cinéma algérien, ça reste la distribution. Donc beaucoup de films peinent à atteindre le public, je pense. Moi, je partage l'avis de dans le principe qu'il faut ouvrir des salles. Mais faute de salles accessibles, justement. Beaucoup plus large. Il n'y a pas que l'exploitation, la distribution. Il y a toute une économie à mettre en place, chose que se veut les assises qu'il y a eu dernièrement, c'est ça. L'intérêt de ces assises, c'était d'arriver à ça. Évidemment, le principe même, le cœur même du cinéma, c'est les salles. Il n'y a rien à dire.
Mais après, derrière, c'est aussi les financements, c'est aussi la formation, c'est aussi, investir aussi dans les petites villes, les dans ventes à l'étranger, c'est aussi... En fait, c'est multisectoriel. Il faut que, pour que ça marche, et même notre développement, heureusement que cette fois-ci, c'est le président de la République lui-même qui s'est investi personnellement. Exactement. D'ailleurs, il l'a promis lors des dernières assises qu'il y aura plus de financement pour justement le cinéma. Nous avons déjà, il y a longtemps, nous avons proposé à plusieurs reprises d'aller vers une solution multisectorielle. Cette fois-ci, on a eu mieux, on a eu la présidence elle-même qui a poussé, qui a boosté les choses. Donc c'est très intéressant pour nous. Par contre, maintenant, il y a du boulot, il y a du chemin, et c'est pas au président de la République de le faire, c'est à nous tous, d'abord cinéastes, et derrière journalistes, tout le monde doit soutenir cette action, parce que c'est une économie, donc c'est une industrie, donc c'est de l'argent. Au-delà même que c'est un loisir, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi le miroir de la société, c'est aussi l'image de l'Algérie, la parole à l'étranger. En fait, il y a tellement de choses que je vais finir par ne pas en oublier pas mal. Mais l'important, c'est que ça doit être, comment dire, tout le monde doit participer. C'est la vie. Voilà. Il y a une demande, il y a une forte demande de la part du public algérien. La culture du cinéma existe depuis la nuit des temps. Les Algériens aiment sortir. Les Algériens sont vraiment à la recherche de loisirs. Et d'ailleurs, ça se voit lorsqu'il y a une projection, il y a une avant-première où les salles sont full, c'est-à-dire que les gens attendent à ce que vraiment le cinéma, les salles de cinéma réouvrent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont fermées, et qu'il y ait aussi de nouvelles salles. Je pense qu'on le saura à ce moment-là, parce que quand il y a tellement un désert, je suis désolé de le dire, j'espère que je ne sais pas si tu partages mon avis, tellement un désert dans le cinéma et dans les films, dans les salles, qu'aujourd'hui, évidemment, dès qu'il y a une possibilité de voir une avant-première, tout le monde va se précipiter. Mais après, c'est que la population algérienne, il faut le dire, il ne faut pas qu'on se monte à nous-mêmes, n'est pas habituée. Je ne parle pas des intellectuels qui vont dans ces avant-premières. Je parle de monsieur tout le monde, je parle du jeune à qui il reste 300 ou 400 dinars dans la poche, au lieu d'aller, je sais pas, faire quelque chose avec, il irait en salle pour voir un film parce que c'est important pour lui. Il faut rééduquer peut-être le C'est tout à fait ça. Il faut réintroduire dans les écoles aussi. Il y a aussi une alternative qui commence à se démocratiser en Algérie, c'est les plateformes VOD. Donc être présent aussi dans les plateformes, c'est très intéressant aussi. Et donc ça peut un tout petit peu remplacer les salles, je ne dis pas remplacer à 100%. Il y a le VOD en Algérie? Oui, il y a des plateformes, oui. Il y a des plateformes en Algérie, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de films qui sont dans ces plateformes. C'est-à-dire qui apparaissent dans ces plateformes. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, en disant qu'il n'y a pas que l'exploitation, il y a toute une industrie à mettre en place, et ça fait partie de l'industrie, comme la distribution de nos films à l'étranger, parce que nos films, c'est bien qu'on les fasse pour nous, évidemment, on les fait d'abord pour nous, parce que la mondialisation passe d'abord par le petit village dans lequel on fait un film, mais il faut quand même que nos films sortent, parce qu'il ne faut pas qu'on reste en vase entre nous. Aussi, on va dire, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de production. Et justement, est-ce que c'est une question de moyens? Qu'est-ce qui pourrait freiner justement D'abord, il y a de tout, mais c'est surtout des moyens, évidemment, parce qu'on a tellement... Je vais vous dire, c'est très simple. Nous avons 15 à 20 fois moins de budget que n'importe quel film qui se produit en Europe, par exemple, n'importe quel pays d'Europe. C'est énorme, c'est-à-dire que nous, on essaye de faire des films de qualité avec 10 à 15 fois moins de budget que d'autres. Après, il n'y a pas de magie, on n'est pas des magiciens. On reste des êtres humains, on reste des techniciens, on reste des artistes, mais c'est-à-dire à un moment donné, si on n'a pas les mêmes moyens, évidemment qu'ils vont nous dépasser. C'est aussi simple que ça. Mais la passion de... Il y a quand même pas mal de réalisateurs, hein. C'est-à-dire je peux en sortir comme ça une cinquantaine, ou pratiquement une centaine. Chacun des réalisateurs algériens a cette volonté de faire quelque chose de beau. On n'a pas le droit de faire des films pour faire des films. Personnellement, je ne me donne pas le droit de faire des films commerciaux, même si peut-être demain je vais le faire, mais je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a tellement de sujets graves et de sujets importants, des sujets avec lesquels on peut essayer d'éduquer nos enfants, d'ouvrir les yeux à certains et de créer un débat que
aujourd'hui, je ne me vois pas faire un film commercial juste pour faire rire. Si je fais un film pour faire rire, il faut qu'en second degré, il fasse réfléchir. Monsieur Abdelnour Zahzah, pensez-vous qu'aujourd'hui, faudrait-il créer un guichet unique pour le cinéma en Algérie, pour les productions de films? Ça, c'est certain, il faut un guichet unique. Vous parlez du rôle d'un régulateur, au fait, d'un centre de cinéma, oui, bien sûr, parce que déjà, on est très peu nombreux, comme l'a dit Lotfé. Quoiqu'il y a une nouvelle génération magnifique qui arrive et qui font notamment, il y a des jeunes qui ont gagné des grands prix au dernier FESPACO, puisque vous avez parlé du FESPACO. Il y a une réalisatrice qui a gagné le Poulain d'Or du court-métrage documentaire, notamment. Oui, c'est ça. Et donc oui, bien sûr, il faut un guichet unique, mais comme pour les salles, tout à l'heure je vous ai répondu rapidement, il faut ouvrir des salles, et en fait ce qu'on a perdu, on a perdu les métiers. Parce qu'une salle, c'est facile d'ouvrir une salle, mais qui va la diriger, en fait? Et qui va diriger le guichet unique? Et qui sont ces cadres qui vont... Donc moi, je pense qu'il faut recruter... Au fait, on a toujours considéré le cinéma comme un parent pauvre en Algérie. Or que c'est une chose très sérieuse, le cinéma. Moi, je pense que, comme pour les salles, il faut former, bien sûr... Comme ça se fait en étranger. En étranger, on forme pendant 2 ans quelqu'un qui dirige une salle, ou même un projectionniste, ou même un contrôleur. Parce que c'est spécial. Une salle, c'est un loisir, un service, c'est un commerce qui se passe dans l'obscurité. Il faut la sécurité. À l'époque, les années 70, c'était un événement, on partait au cinéma. Non, je ne parle pas de ça, je parle de derrière, de l'organisation. L'organisation, c'est comme les cafés, c'est comme... Tout à fait, il y avait la placeuse. C'est comme les stades, Voilà, donc il faut des gens... bon, les stades, il y a la police, mais dans les salles, on ne peut pas mettre la police. Donc il faut des gens formés pour ça. Et pour le guichet unique aussi, il faut des gens formés pour ça. Moi, je pense... qu'il faut des cartésiens, en fait. Il faut des polytechniciens, il ne faut pas... certainement pas des cinéastes. Ouais. Les cinéastes ne peuvent pas diriger le cinéma, ni les comment dire, les gens qui viennent des sciences humaines, on va dire. Et une question pour les deux également, pour M. Zahzah et M. Lotfi Bouchouchi. Comment améliorer la visibilité des films algériens à l'étranger, leur promotion, leur accompagnement? Par la qualité. On ne peut pas imposer un film à l'étranger, ni à une salle algérienne. C'est la qualité du film qui l'impose. Et cette qualité vient de ce que disait mon frère Lotfé, vient de justement qu'il faut mettre les moyens parce que le cinéma, ce n'est pas que le réalisateur, c'est des techniciens, c'est des acteurs. Et au fait, il faut être très exigeant, et pour être très exigeant, il faut, comme disait mon ami Reider Laermo, il faut mettre le paquet. Et est-ce qu'il faut améliorer la formation, M. Bouchouchi? Évidemment, la formation, de toute façon, on a cette chance, par exemple, que depuis quelques années, l'équipe technique elle-même, je parle de l'image, des électros, les machinaux, tout ça, cette équipe technique est plus ou moins en train d'être formée, et on en a de plus en plus. On n'en a pas encore assez. Par contre, au-delà de ça, au-delà du plateau lui-même, vous avez le décor, vous avez la régie, vous avez les maquillages, vous avez une multitude de métiers autour, l'assistant réel, je ne sais pas, il y en a tellement derrière que c'est ça qu'il faut encore former, et on n'en a pas beaucoup. C'est très très sérieux, c'est-à-dire que le cinéma, autant il donne l'impression de l'extérieur sur un plateau où tout le monde s'amuse, mais franchement, c'est là où on est le plus sérieux. J'ai jamais été aussi sérieux que sur un plateau. Et que pensez-vous également, M. Bouchouchi, des différents festivals qu'il y a en Algérie? Il y a le festival de Hannaba du film méditerranéen, le festival international d'Oran du film arabe, il y a le festival d'Alger également du film engagé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont des leviers pour améliorer le cinéma? C'est toujours un levier, un festival. C'est toujours bien d'avoir un festival parce que déjà, ça regroupe du monde, ça nous rassemble. Souvent, on est très, très souvent séparés, chacun dans son projet, chacun dans... Mais on se retrouve dans ces moments-là. J'espère que les festivals qu'il y a aujourd'hui, on ne va pas encore les changer parce qu'il y a encore quelques années, certains festivals ont été cassés pour remplacer d'autres. Restons sur quelque chose qui a
Faire un deuxième festival à Alger, ça sert pas à grand-chose, sauf si le besoin s'en fait sentir. À ce moment-là, on pourrait en faire même un deuxième, pourquoi pas? Il Bien peut y sûr. avoir plusieurs festivals dans une même ville. Mais pour l'instant, on en a quelques-uns. Chacun d'eux va vers un segment. Par exemple, Annaba, c'est la Méditerranée. Exactement. Oran, c'est Le film arabe. c'est le film arabe. Alger, c'est le film engagé, entre guillemets. Enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, mais Oui, je on va sais. vers cet esprit. Le festival est toujours bien pour aussi rencontrer d'autres personnes, recevoir des étrangers, voir d'autres films. C'est toujours évidemment intéressant pour nous. Et votre avis, Monsieur Évidemment. Zahzah, avant que vous ne quittiez, il nous reste quelques minutes en votre compagnie, Monsieur Bouchouchi et Monsieur Zahzah. Votre avis également est important pour nous ce soir sur les différents festivals qui se tiennent en Algérie. C'est une vitrine. D'ailleurs, vous avez été primé à Annaba. Oui. C'est ça. Oui. Mais moi j'aimerais qu'il y ait un festival des films algériens, ni méditerranéens, ni arabes. D'accord. Ce serait bien. Un festival national, oui. Il faut partir Donc vous voulez d'abord un du festival national du cinéma. Il faut moi, par exemple, je n'ai pas vu le film. Je n'ai même pas entendu parler. Je viens de Aïn Hajar, ouais. Je ne savais pas qu'il avait fini un film. Et ça, c'est parce qu'il y a un manque de... Il faut, je pense, une semaine de film national pour qu'on voit nos films, pour qu'on s'en rencontre, Après, on ira vers l'international, pourquoi pas. Zaki? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Moi aussi, je voulais compléter l'idée. Oui. Il faut absolument qu'il y ait des salles, plus de festivals. Évidemment, l'autre fille le disait à juste titre. C'est pas grave qu'il y ait 2 festivals dans la même ville. Dès lors que chaque festival a sa propre proposition, sa propre philosophie, c'est pas. Au contraire, moi, je trouve que c'est enrichissant et franchement, vivement à ce que nos cinéastes s'épanouissent parce qu'ils ont beaucoup à dire. Et pourquoi pas créer également un festival africain du cinéma en Algérie? Moi, c'était mon idée. Très bien. pour le festival qui est devenu le festival du film engagé à l'époque. D'accord. J'en ai parlé à Madame Yahi, etc. Bien sûr, parce que déjà le premier festival, non, le FESPACO existait depuis 1966, mais Alger a organisé le festival panafricain et qui a donné lieu à l'association africaine des cinéastes, etc. Et puis la Cinémathèque algérienne a toujours conservé et montré le film africain. Oui, bien sûr, il est naturel, ça serait bien. Alger, c'est l'Afrique, c'est une ville africaine. Pour marquer le redéploiement de l'Algérie sur la scène continentale aussi. Ouais. Le rôle de l'école. Très bien. Alors, Monsieur Bouchouchi, avant de terminer, un projet peut-être auquel vous êtes en train de songer actuellement? On pense toujours à des projets, hein. C'est-à-dire on a toujours 2-3 projets d'avance, Oui. même si on arrive difficilement à en conclure un. Pour l'instant, la sortie de la gare est une option qui va être très proche. Et derrière, commencer déjà à essayer de trouver des financements pour le prochain film. Il y a un scénario qui est déjà prêt. Voilà, donc c'est l'écriture avant de passer à la recherche de financement. Très bien. Et votre projet, Monsieur Zahzah? Moi, j'essaie déjà de sauver mes anciens films parce que la technologie va vite et je me suis rendu compte qu'ils se sont perdus d'ailleurs. Avant de rentrer à l'émission, j'ai demandé. Il faut les numériser, Monsieur Zahzah. Il faut numériser. Exactement. Mais oui, c'est parce pour ça que j'ai parlé de plateformes aujourd'hui, les plateformes streaming. C'est bien de voir le film de Lotfi Bouchouchi, Le Puy, qui a été sélectionné aux Oscars, mais qui n'a malheureusement pas été nominé. C'est bien. Je trouve dommage que ce film n'est pas disponible dans les plateformes de streaming en VOD. Donc, je serai le premier à le laisser y être, même sans financement. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des plateformes de streaming. Non, en attendant que les salles ouvrent à nouveau, le public algérien peut découvrir Lotfi Bouchouchi et Abdelnour Zahzah à travers... L'un n'empêche pas l'autre. Il aurait pu être dans les salles et en même temps Oui, passer justement. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Lotfi Bouchouchi. On a été très heureux de vous recevoir ce soir sur notre plateau, le plateau de Ramadan Prime. Merci infiniment, Monsieur Abdelnour Zahzah. Très heureux également de vous avoir réunis tous les deux. Merci infiniment d'avoir été des nôtres lors de cette première partie de Ramadan Prime qui continue juste après la publicité.
Et on revient sur le plateau avec cette troisième partie de votre talk show Ramadan Prime en direct sur Al24 News. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Alors, on a parlé de cinéma lors des deux premières parties avec les deux cinéastes, Lotfi Bouchouchi et Abdelnour Zahzah. Et place maintenant à la musique, à l'élégance féminine. Deux grosses pointures de la scène artistique féminine se sont installées en notre compagnie sur le plateau et on va souhaiter d'abord la bienvenue à Lila Borsali. Bonsoir Lila, marhaba bik. Bonsoir Fatima, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse de me retrouver ce soir parmi vous. Merci beaucoup de l'avoir accepté, cette invitation. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Et elle revient pour la deuxième fois consécutive sur le plateau de Ramadan Prime. On l'a reçue lors du numéro de Ramadan Prime en arabe. Et elle revient ce soir en français. Bonsoir Samira Brahmia. Bonsoir. Très heureuse de revenir. Eh bien, nous aussi, nous sommes très très heureux de vous revoir parmi nous ce soir. Alors, nous allons ouvrir cette troisième partie de l'émission à travers ce reportage sur Zellij, fabriqué et restauré localement par des artisans algériens, y compris de jeunes apprentis, qui restent un symbole de l'identité artisanale de Tlemcen, alliant l'élégance des arts andalous et de l'art andalou, bien sûr, et vivant au cœur de la ville des Zianides. Le reportage est signé Mohamed Wali Ben Chaben. Berceau du Maghreb central, Tlemcen, ville emblématique d'art et d'histoire. Réputée pour la finesse de l'art du Zellij, ou Zlaïj dans le dialecte local, cette faïence mosaïque aux motifs géométriques orne les palais, mosquées et maisons traditionnelles. Pour mieux appréhender cet art ancestral, Mdelsi Sidi Mohamed, maître artisan du Zellij, accueille des apprentis qui souhaitent apprendre le secret du Zellij et leur enseigne les différentes étapes de fabrication. On prépare la matière première, on fait des carreaux, on façonne des carreaux, on les laisse sécher, etc. Et après, on fait la première cuisson. Donc, le résultat, c'est le biscuit. Donc, après, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est l'étape de l'émaillage. On donne les couleurs, le bleu de cobalt, le blanc, etc., à ces pièces. Donc, on fait cuire les pièces, une deuxième cuisson à 950-960 degrés au moyen. Après cela, on récupère les pièces et ici, il y a, c'est-à-dire l'artisan vient pour façonner les pièces de Zellij, l'étoile, le kendal, le chimmassia, etc. Chaque carreau de Zellij est une œuvre d'art en soi, fabriquée à la main avec une grande précision. Le processus de sa fabrication est minutieux, l'argile est modelée, émaillée, découpée et assemblée pour créer des compositions géométriques fascinantes. Nous, ici en Algérie, on a nos méthodes de fabrication issues des sultans zianides. On connaît comment ils travaillent. C'est-à-dire, il y a les historiens, il y a les académiciens, il y a les techniciens, les ingénieurs. On n'est pas en danger. On a les compétences nécessaires. On commence à concrétiser ce travail collectif avec des pièces sur le terrain. La seule chose qui va booster ce travail, c'est la formation. Véritable défenseur de la préservation du patrimoine, Mdelsi voit dans chaque apprenti un potentiel porteur de l'héritage de Zellij. Les jeunes en Algérie, je sais qu'ils sont, les jeunes apprentis, je sais qu'ils sont capables de faire mieux que nous, à condition qu'ils s'y mettent au travail et qu'ils font de leur mieux.
Le zlidj n'est pas qu'un simple art de décoration. Elle est le témoin d'une histoire riche et d'une culture vivante. Zlidj est venu à Tlemcen grâce aux Zianides et il a orné le palais d'Al-Meshwar, les 4 palais d'Al-Meshwar. Bien sûr, aujourd'hui, il n'en reste que le seul qui est toujours, bien sûr, qui reflète le génie de l'architecture zianide. Mais le Zlidj a pour particularité le fait qu'il soit très fin. Et son exécution n'est pas facile, attention. D'abord, il est cher. Et les matériaux sont chers et aussi l'exécution est difficile. C'est pour cela qu'on le retrouve que chez les palais, bien sûr, chez les rois, et bien sûr chez les personnes qui sont aisées, donc des gens riches. Par son engagement, Abdelsi Sidi Mohamed devient un gardien du Zlidj, incarnant la résilience et la vitalité de la culture andalouse face aux défis du monde contemporain. Le beau Zlidj, cet art ancestral qui existe déjà depuis l'époque des Zianides à Tlemcen. L'Algérie veut l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Alors, Lila Borsali étant une artiste qui vient de Tlemcen, certainement, le Zlidj vous parle beaucoup. Oui, Zlidj, ça me parle d'abord parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Il y en avait chez mes grands-parents et puis dans toutes les maisons tlemceniennes. Et puis on retrouve ces motifs du Zlidj un petit peu partout dans la ville de Tlemcen. Mais il y a un motif en particulier qui nous retient un petit peu l'attention, c'est le qata' ou le maqtou', c'est-à-dire le fait que ce motif soit entremêlé et entrecoupé. Et d'après Chir Boukli, donc notre Chir dans la musique andalouse, il a fait un parallèle entre les modes musicaux dans la musique andalouse qui s'entremêlent et le nouba qui s'entremêle et le motif architectural. Donc rien n'était fait au hasard en fait. Tout avait une signification particulière et c'est ce tout qui fait en fait que ça soit important aussi. C'est pas juste pour faire joli, mais il y a beaucoup de messages en fait derrière. Alors j'en suis pas spécialiste, bien sûr, je vais pas m'étaler sur ça, mais je sais qu'il y a un rapport avec tout l'art en général à Tlemcen. Il y a un lien entre les arts. Et en ce qui concerne Samira Brahmi, on voudrait bien savoir avec vous à quel point c'est important de transmettre cet art ancestral à la nouvelle génération. Évidemment que c'est très important parce que cela permet de garder en mémoire le mode de fabrication, d'où on récupérait les pigments, les matériaux et tout ça. Et c'était très, à proximité. Donc il y avait un respect de la nature, un respect de la fabrication et on faisait travailler les gens autour. L'artisanat se développait. Moi, j'ai un petit souvenir d'enfant d'une maison à Miliana qui était pleine de Zlidj avec Ostadar et tout. Et ça fait partie de notre mémoire à tous, quoi. Bien sûr. Samar. Alors, comme on l'a écouté dans ce papier avec, donc on a vu la professeure Faiza Mkhtari, elle revient très souvent sur le sujet du Zlidj. On a écouté que ce n'est pas seulement un simple art de décoration, il est témoin de culture vivante. Comme on sait, donc on connaît l'histoire à travers les Senhadja qui ont fondé la dynastie de Beni Hamed au XIe siècle. On dit que c'est à partir de là qu'un art a vu le jour. Mais au-delà d'être quelque chose d'esthétique, le Zlidj, il soulève plusieurs questions d'identité. Moi, ma question, elle est pour vous, parce que vous êtes architecte de formation. Donc, justement, comment le Zlidj soulève, il soulève plusieurs questions. Comment justement préserver ce savoir-faire à la modernisation des techniques de construction? Parce que si autrefois il était un symbole de prestige et du savoir-faire artisanal, il est aujourd'hui menacé parfois par la production industrielle et parfois le manque aussi de transmission aux nouvelles générations. Je n'ai pas la prétention de trouver la solution à cette question-là, mais disons, je peux donner mon humble avis. En tant d'abord que juste citoyenne algérienne et puis fille de la ville de Tlemcen. C'est architecte aussi. Oui, architecte, mais bon, on va dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai fait mes études d'architecture
pas en Algérie, donc Et vous êtes de Tlemcen aussi. Je suis de Tlemcen, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que pour toute chose, je pense qu'il faut utiliser encore ces techniques, construire encore avec ce Zellage, on dit Zellage. Et donc, je pense que pour tout, hein, même pour la musique, si on doit faire le parallèle avec la musique, un poème qui ne va pas être chanté, qui ne va pas être utilisé à travers des mélodies, eh ben, il tombe dans l'oubli. Et puis bon, ça reste quand même important de mettre en valeur tout ce savoir-faire, et ça serait quand même dommage de le laisser de côté. Exactement. Et puis aller vers des techniques. Il faut aussi aller vers des techniques modernes, mais essayer de combiner, voilà, tout en préservant l'identité. Si je peux me permettre sur un point écologique et pour la santé de tous, je trouve que c'est très intéressant de revenir aux techniques ancestrales parce que ça nous permet de sortir un peu du sillage de la chimie et pour nos enfants, tout ça, je pense que ça peut être une très bonne direction. Étant artiste, Lila Boursali, que faites-vous pour la préservation du patrimoine musical ? Je le chante déjà, oui. C'est déjà beaucoup hein, de le chanter à chaque fois que je peux, mais aussi d'avoir peut-être un regard un peu plus actuel, parce que la force de la musique andalouse, c'est qu'elle a su justement évoluer avec son temps. Je pense que si on était resté à l'époque de Zirieb ou même à l'époque de nos chouyours du 15e ou 16e ou 17e siècle, je pense qu'on aurait laissé de côté la musique andalouse. Il faut que la musique vive aussi avec son temps, tout en mettant en valeur ce que les anciens ont fait, mais il faut avoir notre touche actuelle, et je pense que Zeki aussi, il ne peut être que d'accord avec moi, puisque il faut... modernité peut-être. Alors, modernité, le mot modernité, chacun a sa façon de voir la modernité. Pour ma part, la modernité, c'est pas de jouer la musique andalouse à la façon rock ou à la façon jazz. De revisiter. Voilà, ça, ce sont des expériences musicales. Mais il faut avoir... revisiter quelques morceaux. Peut-être écrire aussi, écrire de nouvelles mélodies, écrire des textes, écrire des choses nouvelles pour la musique andalouse, comme ont fait aussi les anciens. Je pense que la musique andalouse ne s'est pas faite en un jour. Donc pendant des siècles, elle a été nourrie, elle a été construite. Et aujourd'hui, par la musique algérienne aussi. Influencée par son temps, en fait, parce qu'elle vivait. Donc il ne faut pas se voiler la face et se dire, voilà, on va garder la musique andalouse telle qu'elle, et puis on va créer, voilà, on ne peut pas la toucher. Non, elle évolue d'elle-même, en fait. Ça nous ramène à une de vos citations. Vous disiez, je ne sais plus quand, il y a de ça quelques années, que la musique andalouse, entre guillemets, puisque c'est votre citation, n'est pas seulement un genre, mais c'est un univers. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Quand on est dans la musique andalouse, quand on est artiste, en tout cas dans la musique andalouse, on n'a pas que le chant, en fait. On a un état d'esprit de musicien en musique andalouse, comme aussi dans le shahabi. C'est un état d'esprit. Le shahabi, c'est le petit-fils de la musique andalouse. Oui, bien sûr. Et toutes ces évolutions-là et toutes ces musiques qu'on a créées de la musique andalouse, c'est très bien. Il faut encore en créer d'autres, tout en mettant en valeur la musique andalouse, cette richesse. En fait, moi, ce qui me dérange des fois, c'est le fait de dire, voilà, il faut garder cette musique andalouse telle qu'elle était avant. Mais c'était comment avant ? On n'a pas vraiment de... plusieurs écoles, il y en a qui disent qu'il faut la laisser, qu'il faut la garder telle qu'elle. Voilà. Il avait exigé le 12S. Voilà. Donc, il fallait prouver que la personne qui parle est vraiment proche de Ziriab. C'est ça. Et la Boursali est plutôt école Gharnati ou école Sanaa, puisque Lila ne chante pas le Malouf. Non, je chante quelques petits passages du Malouf, parce que j'ai rencontré des gens dans le Malouf et qui m'ont inspirée, et que forcément j'ai pris des petites choses d'eux, et c'est ça un artiste. Un artiste, il prend aussi des autres. Après, ma formation est dans ce qu'on appelle le Gharnati. Moi, je n'aime pas trop cette appellation, parce que elle nous est venue d'ailleurs déjà. C'est pas une appellation algérienne. Nous, on appelait l'Ala, on appelait Sanaa, mais on n'a jamais appelé l'école d'Alger Sanaa en elle-même. On a toujours dit l'Ala ou alors l'Hala, ce qu'on disait l'Hala aussi. À l'extrême ouest du Maghreb, on appelle ça Ziri. Et le Gharnati aussi. Et c'est ça, en fait. Il faut, je pense, revoir les appellations de nos écoles et puis analyser notre musique. Ne pas juste dire les anciens ont fait comme ceci ou comme cela, et on va l'accepter et dire, bon, bah, par respect aux anciens. Mais les anciens aussi,
peut-être qu'il y a eu quelques erreurs commises, avec tout le respect que j'ai pour tous les grands maîtres qui ont fait un travail fabuleux. Mais il faut aujourd'hui qu'on revoie la musique avec notre regard actuel, même si c'est de la musique traditionnelle. Et votre actualité en ce moment, Lila Boursali, et cette tournée, vous êtes en tournée à travers le territoire national qui coïncide avec le mois béni de Ramadan, à travers un concert qui s'intitule Ya Ghurbati. Pourquoi avez-vous choisi ce titre, Lila? Écoutez, c'était un spectacle qu'on avait déjà présenté il y a quelques mois et qui n'a pas eu toute sa place en fait. Et puis on a décidé de faire un seul spectacle pour tout le mois de Ramadan et tourner dans toute l'Algérie. L'année dernière, on a fait beaucoup de dates sur Alger et je trouvais que voilà, c'était pas très juste pour les autres wilayas. Et puis même de passer trop souvent à Alger, c'était pas une bonne chose même pour moi. Et donc on a décidé cette année d'abord de travailler sur ce spectacle, Ya Ghurbati, sur l'exil, cette thématique qui revient énormément dans les textes de la musique andalouse et de la musique chahabi aussi, puisque on a introduit quelques titres chahabi aussi dans le spectacle. Voilà, et je pense à chaque fois on essaye justement de ramener le public dans un univers. Quand ils viennent écouter un spectacle, ils ne viennent pas écouter un spectacle de musique andalouse, mais ils viennent écouter une thématique. Cette fois-ci, c'était l'exil. Une autre fois, ça a été d'autres thématiques. Très bien. Alors là, on est au 13e jour du mois béni de Ramadan. Vous avez fait combien de wilaya en 13 jours? Pour le moment, je pense que vous n'avez pas commencé la première semaine. Non, on a fait juste Bougie la première semaine. Et puis à partir de demain, on sera à Constantine, ensuite Tizi Ouzou, Alger, Oran et Mostaganem. Très bien. Pas de Tlemcen. Non, pas de Tlemcen. Malheureusement pour moi, et j'ose le dire, que nul n'est prophète dans son pays. Je voudrais juste revenir à 2014-2015, la reprise, disons. Beaucoup d'émotions, je présume. Et depuis cette date, vous parliez de thématiques, et j'ai l'impression qu'il y a un rapport affectif avec tout ce qui est interprété depuis cette période-là. Tout à fait. Hein? Ah oui, mais on ça le me ressent. fait plaisir que vous l'ayez remarqué, parce que 2014 a été un vrai tournant dans ma façon d'appréhender la musique. Jusqu'en 2014, je faisais la musique andalouse comme les anciens. Vraiment, je respectais tout ce qui se faisait. Et Ghrib. Et puis, c'est vrai qu'au décès de mon mari, quand je suis remontée sur scène et que j'ai senti que j'avais besoin de dire quelque chose et que les textes que je chantais de temps en temps me correspondaient et que j'avais envie de dire, quand on dit Ya qalbi khalil hal, yimshi ala halou, peut-être qu'avant je le chantais juste comme ça et qu'une fois que j'ai vécu quelque chose de difficile, eh bien ça voulait dire quelque chose pour moi. Et c'est là que je me suis dit que l'écriture était importante, qu'il fallait que j'écrive des textes que j'ai, en tout cas c'était pas moi qui les avais écrits à cette époque-là, c'était monsieur Tawfiq Ben Rabrit qui m'avait écrit une nouba. Et j'ai dit, je garde mon style, mais j'écris des textes nouveaux qui parlent de ce que moi je ressens aujourd'hui. Et par la suite. Alors, nous allons voir du côté de Samira Brahmia, votre actualité en ce moment. Est-ce qu'il y a des concerts que vous allez prévoir en Algérie, à travers plusieurs régions? En Algérie, pour l'instant, pas encore. J'en serai heureuse et ravie parce que... Vous avez surtout un nouvel album. Un nouvel album qui s'appelle Pink Casbah. Exactement. Vous portez aujourd'hui du pink aussi. Du rose. Mais je suis très heureuse de venir en parler et j'espère qu'on pourra monter une tournée en Algérie parce que c'est mon premier public. Donc je suis toujours émue et heureuse et c'est pour moi le meilleur public au monde, quoi. Donc il y a des concerts qui se feront en France, un peu ailleurs. Et voilà, on va défendre ce projet-là. Et de par ce projet, à travers ce projet, on va défendre la femme algérienne, africaine. On peut parler de Pink Casbah. Que contient-il cet album? Alors, il contient des œuvres originales et quelques reprises. Des œuvres originales qui vont du rail un peu au rock. Je chante en anglais et en arabe sur cet album. Et après, nous avons quelques reprises comme celle de Cheikh Harimiti. Et voilà, et je me balade à travers ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et je salue toute mon équipe, tous mes musiciens qui m'aident beaucoup, qui me portent. Parce que grâce à eux, j'évolue et je suis plus confiante sur scène. Donc je salue Karim Ziyad, Khalif Miziallawa, Youssef Boukla et Mehdi Ziouch. Alors, vous l'avez tellement bien présenté, ce nouvel album, Pink Casbah, qu'on a envie d'écouter un petit extrait. Alors, je vous laisse choisir, que ce soit l'anglais ou l'arabe. Samira, un titre.
Ok. Je pense que vous avez besoin de votre guitare aussi. Oui, hein. je pense. Allez, tout de suite la guitare de Samira Brahmia sur le plateau de Ramadan Prime, mesdames et messieurs. Samira Brahmia qui revient avec ce nouvel album qui s'intitule Pink Kasbah. Elle est également présente parmi nous, Lila Borsali. On profite de leur présence parmi nous ce soir pour nous présenter toutes leurs actualités. La guitare est là. Samira, tfadli. Alors, je vais vous décevoir. Je ne vais pas présenter un titre de Pink Kasbah. Je vais vous chanter une chanson qui m'est très chère. D'accord. Qui est de Slimane Azem. Et voilà. ورياقل حدا سيميس وين يفارق مازيا وحال هذا شي كمال يتجاهل هذا عوينيس يتجاهل هذا عوينيس جارة أحفاد ضب ظهر لخار نزمان ضب ظهر لخار نزمان ترارا كفول بطال من عشاتي ساعة من عشاتي ساعة يا ربي ملياد العقال وذي كفول بطال من Bravo Samira Brahmia. C'était quel titre de Slimane Azem? D'accord. Et pourquoi le choix de Slimane Azem ce soir? Parce que j'estime que à travers toute ma carrière, j'ai toujours vraiment au profond de moi-même cette mémoire dans mes gènes qui est d'où je viens, mon identité. Vous êtes vraiment ému. Oui, et je suis très fière de défendre ce titre parce que je ne suis pas berbérophone de naissance, moi je suis de Chlef. D'accord. Et je suis très fière de défendre cela et de voir qu'il y a des artistes émergents qui commencent à chanter en kabyle, en tamashek, tout ça. Et je trouve que ça fait partie de notre mémoire, de notre identité. Je suis très fière de ça et pour moi, je suis comme ça. Et vous avez fait également une chanson sur Sankara, Samira. Tout à fait. Pourquoi le choix de Sankara? Thomas Sankara, pour moi, c'est une image importante dans notre mémoire collective africaine. Je pense qu'il est temps que notre jeunesse africaine se réapproprie ces héros et que l'on puisse s'identifier à ces héros-là et qu'on puisse construire notre mémoire collective.
Et pour moi, c'est important, c'est une démarche. Je ne suis pas née un jour en disant je suis africaine. Non, je me donne une rigueur parce que j'ai envie, je veux voir un jour notre continent. Je veux voir Lila aller jouer à Johannesburg. Je veux me voir aller jouer à Ouagadougou. Je veux qu'on puisse recevoir des artistes comme on l'a déjà fait. L'Algérie a toujours eu cette volonté panafricaniste. Et maintenant, je trouve qu'il est temps qu'on aille se rencontrer, qu'on se connaisse, qu'on... Voilà. Très bien. Et notre plateau est tellement beau ce soir en compagnie de Lila Borsali et Samira Brahmia, précédemment avec Abdelnour Zahzah et Lotfi Bouchouchi. Le débat continue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, juste après cette courte pause. Et retour sur le plateau de Ramadan Prime sur Al24 News et dernière ligne droite de l'émission avec nos charmantes invitées ce soir, Lila Borsali et Samira Brahmia. On parlait de musique africaine avant la pub, Abdelmalek Blaouchet. Exactement, musique africaine. Moi, j'avais posé la question à Samira en lui parlant du couple Sankara. Je lui dis, est-ce que c'était une chanson pour Thomas ou Myriam Sankara? Parce que tout le monde connaît Thomas Sankara, le capitaine Sankara, ce qu'il a fait pour le peuple burkinabé. Mais peu de gens connaissent l'histoire de Myriam Sankara, la femme de Thomas Sankara, qui a fait beaucoup pour les femmes burkinabées, aussi pour les droits des femmes burkinabées. Donc ça, c'était ma question pour Thomas Sankara. Pour Thomas Sankara. Thomas Sankara ne sait pas, il avait une vision vachement plus globale. Ouais. Et il n'était pas du tout axé que sur le Burkina Faso. Franchement, quand tout on comme voit Patrice ces citations, Lumumba, oui. Voilà. Tout à fait. Kwame Nkrumah. Tout à fait. Donc pour moi, c'était une façon de lui rendre hommage et de rendre. En fait, le texte, il est en anglais et je dis à travers ce texte qu'on est africain. Maintenant, on a compris les enjeux, on sait de quoi ça parle, on est fiers d'être africain et voilà, et on s'assume. Nariman? Oui, alors je voudrais dire quelque chose entre guillemets à Samira. Je crois en la musique car elle me permet de croire en l'humain et je suis persuadée qu'elle peut sauver le monde. C'est toi qui as dit ça. Tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais. Le monde retient en tête, en mémoire, par exemple, les énormes concerts qui ont été faits contre l'apartheid. On s'est battu. Il y a eu bien sûr, il y a eu un engagement politique, tout ça, mais on retient quand même les concerts incroyables où on a défendu Myriam Makeba et on a chanté Mandela. Donc évidemment que la musique peut, en fait, elle peut nous faire, pour moi, elle nous fait encore penser qu'on est encore fragile et qu'on est encore des êtres humains, quoi. Et pour moi, tant qu'on sait qu'on est encore des êtres humains, je pense qu'il y a de l'espoir. Et comment faire aujourd'hui, Samira, pour mondialiser la musique africaine, pour dire qu'elle est vraiment africaine, qu'il n'y ait pas de détourneurs qui viennent à gauche et à droite et prendre la musique africaine? Je pense que le combat aujourd'hui est pour la récolte des datas. Le répertoire africain est important et il faut le numériser. Il faut que toutes les sociétés de gestion collective des droits d'auteur, tout ça, s'entraident parce qu'il y a des sociétés en Afrique qui n'ont pas les moyens de collecter les informations. Donc les archives, numériser les œuvres. Donc le combat est là et vraiment il faudra qu'on se penche dessus. Je sais que par exemple en Algérie, il y a un travail qui est entamé par rapport à ça. Et je pense qu'il serait extraordinaire qu'on puisse aider les autres pays. Le travail est fait, l'Afrique maintenant est à la mode. Maintenant, comment on fait, comment peut-on faire pour que le créateur africain puisse créer chez lui dans des conditions confortables? Et là, c'est l'ambassadrice de l'ONDA et des droits d'auteur africains. Très bien. Et après la musique africaine, musique andalouse avec vous, Lila Borsali, quel est le rôle des associations pour transmettre cet héritage à la nouvelle génération? Eh bien, les associations de musique andalouse ont joué un rôle primordial tout au long de ce XXe siècle, puisque les premières associations ont vu le jour au début du XXe siècle. Avant, la transmission se faisait d'un shir à son élève, et puis il y a eu cette création de ces associations. D'abord, l'association a ouvert aussi la porte à cette mixité. Aussi, on voit qu'il y a des hommes et des femmes qui jouent la musique ensemble. Ça, c'est une première chose. Et puis, ils ont intellectualisé
aussi la musique. Ce n'était plus des musiques, une musique qui se jouait que dans des cafés ou dans des mariages. Ils ont donné à la musique andalouse un côté beaucoup plus intellectuel. Et puis la formation de toutes ces générations. Tous les artistes de musique andalouse sortent des associations musicales. Moi, quand je vais à l'étranger, qu'on me dit « Est-ce que vous avez fait le conservatoire ?» Peut-être que je suis plus fière de dire « J'ai fait l'association musicale » que de dire « J'ai fait le conservatoire » parce que je me suis vraiment spécialisée dans cette musique traditionnelle. J'aurais peut-être pas pu me spécialiser à ce point dans les conservatoires parce que j'aurais eu peut-être un regard plus universel. Je serais allée peut-être vers une musique autre que la musique andalouse. Donc les associations jouent un vrai rôle dans la formation et puis aujourd'hui elles sont très nombreuses en Algérie et on a la chance. Vous avez cofondé une association, c'était les Airs andalous? Oui, c'était à Paris, tout à fait. Et quand j'ai quitté l'Algérie dans les années 90, ma première réaction a été de me mettre avec des musiciens algériens et de retrouver voilà, et puis cet échange avec des musiciens qui viennent de la même école que moi. C'était une bouffée d'oxygène pour moi, puisque en dehors de cette association musicale, j'étais un numéro inconnu, mais au niveau de l'association, j'existais à travers la musique andalouse, et c'est extraordinaire, parce que vraiment, l'association crée un ensemble, en fait. Et puis même, c'est une famille qui se crée au final, puisqu'on commence très jeune et puis on évolue dans cette association. On peut changer d'association, aller vers d'autres associations. Puis on voit qu'elles sont toujours actives, ces associations, même si des fois elles manquent de moyens, mais elles sont toujours là. Alors on commence très jeune, dans un milieu où la maman a eu le prix Mohamed Dib. Oui. Ouais. Et où le papa était un intellectuel, un pharmacien, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc déjà, il y a une famille de musiciens, comme Lotfi Bouchouchi, une famille de cinéastes. Exact. Oui, et même ma famille paternelle ou ma famille maternelle, la musique andalouse a toujours été très très présente. Donc moi, j'ai baigné dans cette musique. Ceci dit, moi, je suis pas fermée aux gens qui ne baignent pas dans un milieu musical dès leur jeune âge. Il faut aussi ouvrir les portes à ces jeunes qui ont envie de connaître cette musique. Et moi, j'aime bien ouvrir les portes, plutôt avoir un état d'esprit plutôt rassembleur. On a écouté tout à l'heure la voix de Samira Brahmi, Lila Boursali. Est-ce que vous pouvez nous interpréter un petit quelque chose? Oui, je croyais qu'on allait chanter ensemble. A cappella, bien sûr. On chante ensemble ou vous voulez que je chante toute seule d'abord? Ensemble, ça sera à la fin, pour clôturer l'émission. Mais maintenant, on a écouté tout à l'heure Samira toute seule et on voudrait bien vous écouter aussi. Alors, je vais peut-être vous faire un petit istirbar d'un texte de Sidi Boumediene, puisque je suis de Tlemcen, donc... متى يا عريب الحي عيني تراكم ونسمع من تلك دياري نداكم متى يا عريب الحي عيني تراكم ونسمع من تلك ديار نداكم أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم. Magnifique, merci beaucoup Lila Boursali. Zaki voudrait intervenir après ça peut-être. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'intervenir. Oui, vous n'aviez qu'à le faire, bien sûr. Non, je ne pouvais pas. C'était intéressant ce qui se disait tout autour de la table. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Écoute, voilà. Allez, Tlemcen, si c'est pas toi qui vas à Tlemcen, c'est Tlemcen qui vient vers toi. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est émouvant les textes de Sidi Boumediene, moi je trouve. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir Brahim Hadj Qassem pour un madih, un extrait de madih en direct. Il faut arrêter de dire Gharnati et tout. La musique, c'est la musique classique algérienne d'inspiration
andalouse. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Quand on a souvent tendance à oublier que la musique andalouse, elle a été nourrie par l'Algérie il y a des siècles. Le kouitra n'existait pas. C'est un instrument algérien. L'orchestration, la percussion, les sections percussion, il n'y en avait pas, Malik. Il n'y avait que le petit tar, le tout petit. Et c'était pas beaucoup. Il fallait pas donner mal à la tête au roi. C'est une musique quand même princière et royale. Donc l'Algérie a franchement du mérite d'avoir créé de toutes pièces ce qu'on appelle maintenant la musique andalouse. Tu vois, chef. Donc ce qui est important maintenant, c'est juste ce qu'elle disait tout à l'heure, Lila. Garder intact l'esprit d'un style et en faire ce qu'on veut. C'est à peu près ce qu'elle disait de Samira tout à l'heure. Samira, ce qu'elle fait, moi je la connais, on est proches. Franchement, Samira, dans une seule qada, elle fait un mash-up. Elle peut passer de Fadela Ziriya à Ella Fitzgerald, tu sens pas la cassure. C'est impressionnant. Je dis ça, c'est pas parce qu'elle est là. Mais c'est ça, elle a franchement annulé les frontières. Mais ce que j'aime chez Samira, c'est pour ça que je la considère comme une artiste algérienne, elle n'est pas impersonnelle. Quand elle chante, on voit maintenant une chanteuse canadienne, anglaise ou américaine. Va faire la différence. Va faire la différence. Pour revenir à Sidi Boumedienne, les chants d'amour absolu, justement, ont été traduits par Hadjeddine Sari. Oui. Voilà. Non, il est encore vivant. J'ai entendu Ben Sari. Non, Sari. Voilà. Un soufi. Exact, c'est un soufi. Lui, il a lu les textes en arabe, j'ai lu les textes en français, et ça a été édité en audio-livre par Kin Media et Helium Édition. Donc, il était en vente à une certaine période, une petite merveille. C'est vrai que la traduction n'est pas porteuse comme en langue arabe, mais quand même, ça a permis aux francophones de comprendre le contenu du texte. Du moins, c'est une adaptation. Et moi, quand j'ai lu ces textes, c'était fort. C'était fort. Bon, je les ai lus en arabe, puisque je suis arabisante aussi, mais quand je les ai lus en français, je suis restée 3 jours comme ça, les yeux ouverts. C'est vrai qu'il y a une profondeur, en fait, dans le texte que peu de gens peuvent peut-être saisir. Même nous, on chante des textes et des fois, on ne connaît pas vraiment la valeur du texte. On essaye de se l'approprier, mais je pense que pour les spécialistes, les soufis, qui en connaissent vraiment les secrets, il faut plusieurs années d'études dans le domaine pour pouvoir tout comprendre dans le texte soufi. Et vous avez parlé de l'écriture, vous avez dit que vous avez commencé à aimer l'écriture. En quoi cela a enrichi votre rapport à la musique ? D'abord, j'ai pu exprimer des sentiments directs, c'est-à-dire je ne me suis pas approprié un texte, mais j'ai pu exprimer ce que je voulais dire directement, même si j'ai reçu quand même quelques critiques en disant que le texte d'aujourd'hui est forcément moins bien que celui d'avant, que le niveau d'écriture est inférieur, qu'on n'arrivera jamais à écrire comme les anciens. Mais ceci dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on n'a pas la prétention de vouloir écrire comme les anciens, parce que les anciens ont vécu un autre temps. Aujourd'hui, on écrit... C'est pas la même époque. De toutes les façons, nous toujours cette écrivons idée. Par rapport à notre époque. Tout à fait. Une nouvelle, même le langage n'est pas le même. N'est pas le même. Nous sommes témoins d'une époque, donc on ne fait pas de la neurochirurgie. Tout à fait. Peut-être que même ce point-là a peut-être éloigné quelques personnes de la musique andalouse par manque de compréhension. Parce que c'est vrai que quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose, on s'en éloigne. On a l'impression que ce n'est pas pour nous. Et voilà, donc c'est pour ça que la nouvelle écriture peut amener des gens vers cette musique, des personnes qui ont juste envie de comprendre rapidement sans se poser trop de questions. Moi, personnellement, j'ai écouté l'Istighbar de Sidi Boumedienne, Qaddasallahu sirrahu, mais franchement, il parlait dans un arabe très très moderne, contemporain et tout. Donc, à la limite, Malik, si on peut continuer à s'inspirer des anciens, n'oublions pas non plus que Sidi Boumedienne est un saint patron. Son bras est enterré à Al-Quds Sharif. C'est des gens énormément importants pour l'histoire de l'humanité. Sidi Abdelrahman Ta'alibi Kazawa Mithlé. Le gars, c'était Ben Msaïb. Ils ne savaient pas parler en prose, ils ne parlaient qu'en poésie. C'est des gens, on ne peut pas se comparer à eux. Mais je pense que c'est vraiment utile pour nous de continuer à nous appuyer sur le savoir-faire. Très bien, Zeki Mehoubi. On revient vers vous, Samira Brahmia. Est-ce que dans votre dernier album, il y a des textes que vous avez écrits vous-même? Tout à fait. Et composés aussi? Tout à fait. D'accord. Quels sont ces titres? Sankara. D'accord. Paroles et musique, mais bon, on a coécrit ensemble avec mes musiciens.
Il y a Clem Chira, j'ai composé et j'ai coécrit aussi le texte. Malala, texte écrit par moi et feu mon papa Allah yarhamou. Pendant le Covid, on rigolait à table et j'ai gardé quelques paroles à mon cher papa Allah yarhamou. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Follow en anglais, c'est un titre. Voilà, j'ai beaucoup écrit. C'est dans l'album Pink Casbah. Pink Casbah qui n'est pas encore sorti. Il y a un premier single qui est sorti, qui est Sankara, et la suite va arriver. Eh bien, quand? Date de sortie 2025. Vous savez, c'est très compliqué. Nous sommes dans une période assez charnière où on a plein de modèles comme ça d'industrie musicale et je ne veux pas me plier à... J'ai envie d'écouter mon instinct, en fait. Et le précédent album s'intitule Hawa, je pense. Oui. Est-ce que vous le dédiez à la femme en général ou à la femme africaine en particulier? À nous, déjà, les femmes algériennes, oui, et à la femme africaine. Très bien. Tout à fait. Je trouve que c'est important. On croit, des fois, on nous dit, ouais, non, mais c'est un peu trop, vous parlez un peu trop de la femme. Non, chaque femme, je pense qu'on c'est pas assez et qu'elles sont tellement vaillantes, elles sont tellement... Moi, je pense, rien qu'à la femme algérienne, c'est incroyable. Elles ont cette résilience, cette force de pleurer, d'essuyer ses larmes et de se lever avec un sourire et de nous sortir une blague. Et je trouve ça extraordinaire. Et une question pour les deux, pour Lila et pour Samira. Je commence avec vous, Samira. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la voix féminine algérienne s'est imposée sur la scène artistique? Évidemment. Évidemment. Je veux dire, moi, par rapport à mon époque, quand j'ai commencé à faire de la musique, nous étions 3 à faire à chanter, à jouer de la guitare. Samira Maintenant, et... Il y avait Samira, enfin Samira. Oui. Il y avait moi. Oui. Il y avait Samia Diar que je salue. Ah oui, elle a une excellente voix. J'ai pas souvenir, je n'ai pas connaissance d'autres, avec tout mon respect, tous mes respects. Mais là, je vois une émergence. Je pense qu'il y avait aussi Hasna al-Basharia qui jouait du gombri. Hasna al-Basharia, c'est notre aîné. Et en plus, c'est notre instrument, c'est notre démarche. Mais oui, vous avez raison, mais là, je vois une émergence de jeunes femmes qui s'assument, qui ont envie de vivre, ça, surtout. Depuis longtemps, depuis le conflit, c'est-à-dire la présence de la femme dans la musique algérienne. Non, mais moi je parle de la présence d'artistes féminines qui prennent, par exemple, qui jouent d'un instrument ou là, qui vont sur scène comme il est là. Tout à l'heure, j'avais envie de te dire, évidemment que tu as raison par rapport à ta démarche, parce que quand on voit le succès que tu rencontres, ça veut dire que ta démarche a du sens, de te lever, de sourire aux gens. On a l'impression de comprendre un peu mieux le texte, donc bravo. Et voilà, de voir des femmes extraordinaires comme Lila, comme plein d'artistes. Et les artistes émergentes, moi j'ai envie qu'on les encourage, j'ai envie qu'on leur donne un peu qu'on leur trace un peu le chemin et qu'on les aide. Et il faudrait aussi que Lila réponde à cette question également. Est-ce que la voix féminine s'est imposée, Lila? Oui, si je dois voir dans le style en tout cas de la musique andalouse, aujourd'hui il y a plus de voix féminines que de voix masculines. D'ailleurs ils se plaignent de ça, les hommes, mais c'est comme ça. Les femmes ont vraiment trouvé leur place. Elles ont repris leur place, j'ai envie de dire, parce qu'après Wallada Bint El Moustekfi du temps de l'Andalousie, la musique andalouse était chantée aussi par beaucoup de femmes et donc après, on a traversé quand même une période où c'était tabou, il faut le dire, de chanter, de se mettre sur scène. Aujourd'hui, grâce à des femmes comme Fadela Dziria ou comme Cheikha Tetma, ou des femmes qui ont souffert aussi d'être sur scène. Voilà, aujourd'hui, nous, on a cette facilité de pouvoir se mettre sur scène et puis d'avoir du public, et les gens viennent nous applaudir et au contraire, ils trouvent ça formidable ce qu'on fait. Et ça, c'est grâce à ces femmes qui ont résisté aussi. Alors, on va... Plus féminin ou masculin? J'ai vraiment... Si on devait faire un sondage. Je ne peux pas définir en fait ni l'âge, ni le genre. Oui, très bien. Alors, Lila Borsali, avant de terminer, on va juste rappeler très rapidement les prochaines dates de vos concerts. Alors, demain, Constantine, 18 à Tizi Ouzou, le 20 au TNA ici à Alger, le 21 à Oran et le 22 à Mostaganem. Et on arrive au terme de notre émission. Malheureusement, Ramadan Prime, c'est terminé pour ce soir sur Al 24 News. On a été ravis de recevoir d'abord les cinéastes Abdelnour Zahzah et Lotfi Bouchouchi, et en deuxième partie, Lila Borsali et Samira Brahmia.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup les amis. On aura le plaisir de se retrouver, Inch'Allah, mercredi prochain. On termine bien sûr, chose promise, chose due, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, avec un duo interprété par Lila Borsali et Samira Brahmia. Je n'en ai aucune idée sur le titre qu'elles vont interpréter. Est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, vous avez décidé de quoi? Samira, elle a fait connaître la musique andalouse à travers Haram Toubik Nourassi. D'accord. Et donc, on va essayer de s'adapter. Bien sûr. Très bien. Alors, c'est un duo inédit sur Al24 News ce soir et dans Ramadan Prime. وابعد عني المزار الوحش جار عليا وابعد عني المزار يا ربي توب عليا وابعد عني الغيار حين تصفر العشيه تتوحى الشمس حين تصفر العشية نتفكر الديار عشت بلا طعام وبحت بك أناسي عشت بلا طعام الوحش جار عليا وابعد عني المسار الوحش جار عليا وابعد عني المزار يا ربي توب عليا وابعد عني الغيار يا ربي توب عليا وابعد عني الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية رمضاناً كريم.